RCF. Bonjour, aujourd'hui sur Vie de famille, nous allons parler de la différence des générations, mais en donnant une chance à la complémentarité. Beaucoup parlent des changements des nouveaux outils de communication et de leurs conséquences dans l'attitude des nouvelles générations au travail comme en famille. On parle de génération X, de génération Y. Tout cela est quelquefois un petit peu intimidant pour nous autres dans nos familles. Et donc, nous recevons aujourd'hui Monsieur Pierre Drelon pour voir un petit peu plus clair. Bonjour, Monsieur Drelon. Bonjour. Donc, vous êtes économiste et co-directeur de la société Avance qui donne des conseils, des formations et qui intervient dans les entreprises quand elles ont un problème. Donc, vous intervenez surtout sur le management. Oui, en effet. Je vais déjà vous demander de repréciser pour nos auditeurs et puis pour moi-même, je l'avoue, qu'est-ce que ça contient exactement ce mot management ? Eh bien, le management serait un peu, pour prendre l'image de la voiture, l'amortisseur de la voiture. Il y a l'organisation, c'est la structure, le système, l'organigramme, l'organisation de l'entreprise. Et la manière de la faire vivre et de la faire passer, c'est le management, un peu comme un amortisseur. C'est la capacité que l'on a à mettre de l'humanité ou de l'humilité dans le système, remettre de l'humain pour encadrer, animer, accompagner les équipes au travail de la meilleure manière possible. Donc vous y mettez de la douceur, parce que l'amortisseur pour moi c'est oui. ça. Enfin de la douceur ou au moins du cœur et de l'intelligence. Voilà. Et du coup, vous avez été amené justement à analyser en profondeur toute cette différence de l'attitude au travail des nouvelles générations. Vous parlez d'ailleurs des générations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui vous a frappé en premier dans cette évolution ? Oui, c'est vrai qu'on parle souvent de cette jeune génération, celle qui est aujourd'hui dans nos écoles ou qui rentre en entreprise. Et on s'aperçoit qu'avec l'évolution de l'environnement, eh bien les attitudes et les comportements dans la vie, dans la famille, dans les établissements d'enseignement, dans les écoles, à l'université, mais aussi dans les entreprises, ces attitudes et comportements changent. L'environnement impacte et génère, d'où le mot génération d'ailleurs, une mutation des attitudes et des comportements. Et cette mutation est tellement forte que votre première interpellation, c'est de dire qu'on ne peut pas lutter contre, mais on doit mieux les comprendre. Parce qu'il y a vraiment une attitude différente à cause de la rapidité d'information, à cause de cet outil, de cette façon d'être connecté perpétuellement grâce aux outils technologiques, à une information immédiate, rapide. Oui, tout à fait. L'impact des technologies n'est pas neutre. Il n'est pas unique, mais il n'est pas neutre. Et on ne peut pas comprendre les mutations des comportements sans revenir aux mutations de l'environnement. Et aujourd'hui, ces technologies ont développé une rapidité dans l'accès à l'information, un accès à l'information presque gratuit. Enfin, je dis pas que le téléphone ne coûte rien, mais aller chercher une information sur le téléphone, aller chercher une information sur Internet, prendre le bus ou le métro et avoir un journal d'information gratuit, fait que l'information a beaucoup moins de valeur. Évidemment, pour le propre, on le paye pas, on n'a pas à sortir de l'argent pour ce faire. Et du coup, on est aussi dans une époque où on peut tout entendre et son contraire, tout lire et son contraire. Et donc, c'est un petit peu comme un grand marché où on va faire son marché, prendre l'information ici ou là, avec peut-être une altération du sens critique. On va avoir des technologies qui vont donner l'importance au plaisir. La forme va prendre beaucoup plus d'importance sur le fond. Vous parliez de la vitesse, ça veut dire qu'on va moins réfléchir, on va vite aller à une conclusion, à une synthèse. Est-ce que la synthèse est bonne ? Ça, c'est une autre question. Beaucoup de jeux, beaucoup d'amusement. Si le plaisir n'est pas au cœur de l'action, au cœur de l'activité, eh bien, le jeune va tout simplement la rejeter. Et puis, sans être exhaustif, il y a un élément qui est très important, c'est l'interactivité. C'est-à-dire en permanence, si vous prenez le moindre jeu vidéo, la moindre expérience sur Internet, aujourd'hui avec l'évolution du web, hier on consultait des choses sur Internet, aujourd'hui il y a une interaction, une interactivité. Il faut qu'il y ait de l'interactivité. Sans interactivité, si le jeune n'a pas sa place dans le traitement de l'information, eh bien là aussi il va rejeter ou ne pas prendre en compte cette information.
Oui, finalement, il veut être acteur sur l'outil et il a presque plus confiance dans l'outil que dans la discussion ou l'analyse d'homme à homme sur un sujet. Au fond, il préférera la formation dans l'outil. Oui, c'est un vrai risque. C'est-à-dire que, attention, on est dans une époque où on a une profusion d'outils mis à disposition, de plus en plus accessibles, de moins en moins chers, et donc l'outil risque de prendre le pas sur la nature humaine et sur tout ce qu'elle peut apporter dans sa richesse et dans sa diversité. La forme prend plus d'importance que le fond. Et il faut faire très attention à ça, parce qu'à un moment donné, tout cela peut devenir éphémère, superficiel, etc. Et vous disiez tout à l'heure que ça n'est pas seulement l'outil qui a changé, mais qu'il y a tout autour de ça tout un état toute une systématisation du travail qui influence aussi cette différence d'adaptabilité de la génération Y et de la génération X. Il est clair que si je vais prendre par exemple des parents pour donner une moindre consigne qui ne serait que de débarrasser la table ou de ranger la chambre ou d'aider au ménage, je ne sais pas, ou de faire des travaux de bricolage. Hier, les parents pouvaient donner une consigne. Bon, j'ose pas dire le mot ordre, mais est-ce que tu peux faire ça ? Aujourd'hui, le jeune demandera pourquoi. Voilà. Il faut que ça ait du sens. L'enseignant qui va demander à un élève de faire d'apprendre ses leçons, de faire des devoirs, et si j'osais de mettre un S au pluriel, l'élève va demander pourquoi. Et la moindre procédure qui va être donnée en entreprise, eh bien, si le jeune salarié n'y trouve pas de sens, eh bien, il l'appliquera tout simplement pas. Les choses qui n'ont pas de sens, eh bien, ne seront plus mises en œuvre. Dans un monde qui va dans tous les sens, avec des outils qui permettent d'aller dans tous les sens, le jeune est en recherche de sens. Et du coup, ça oblige ce travail que vous proposez avec la société Avance, qui est d'arriver avec des mots, ce qui n'est pas forcément facile, à persuader une autre façon de motiver les équipes. Alors, c'est d'autant plus important que, en fait, motiver les équipes, c'est très difficile. Si on revient à la définition du verbe, c'est se motiver. On ne peut pas motiver quelqu'un. On ne peut que réunir des conditions qui vont permettre à l'individu de se motiver et à une personne de devenir quelqu'un. Et donc, en effet, mobiliser les équipes, leur donner les moyens de la motivation, vont leur permettre de retrouver, à un moment donné, le sens, qui va faire que, je rappelle que le cerveau est un filtre à sens. Tout ce qui n'a pas de sens est rejeté par le cerveau. Notre cerveau n'adhère pas à ce qui n'a pas de sens, et c'est quand même le cerveau qui commande le corps, et c'est-à-dire les attitudes et les comportements. Et donc, comment réussir à réunir les conditions dans des modes de collaboration, dans des modes de communication, d'action commune, qui vont permettre de donner du sens, de remettre du plaisir au travail. Le travail, forcément, requiert de l'effort, et qui va faire que, en effet, les jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes, les générations d'une manière générale vont accepter de faire ce qu'on leur demande de faire. C'est une modification du rapport à l'autorité, du rapport au pouvoir. Oui, c'est vraiment une différence d'autorité. On n'est plus dans l'autorité qui tape sur la table, mais dans une autorité qui va laisser l'initiative, qui va donner confiance. Donner confiance, donner l'initiative, libérer un espace de créativité pour que la personne ait vraiment le sentiment de pouvoir être acteur de ce qu'elle a à faire. Vous auriez un exemple un peu pour nous montrer des jeunes que vous avez rencontrés qui ont justement été en difficulté par rapport à leur travail parce qu'ils ne sentaient pas cette confiance dans leur supérieur? Tout simplement une réunion qui aurait dû avoir lieu pour changer le poste ou la fonction d'un jeune que j'ai rencontré il y a encore peu. Cette réunion n'a pas eu lieu, et en arrivant le lundi matin, le jeune s'est rendu compte qu'on avait modifié son poste, sa fonction, qu'il n'a pas été prévenu, qu'il n'a pas été associé à la réflexion, alors qu'il avait un tas d'idées et sur le fond il était d'accord sur la mutation et l'évolution de son poste. Eh bien, le soir même, il donnait sa démission, au risque d'être au chômage, mais c'est une génération qui est née dans le chômage, donc c'est pas très grave. Et le lendemain, il faisait un abandon de poste. Combien d'entreprises ont pris des jeunes en intérim, et parce que les jeunes ont été
été réprimandés, ont été recadrés dans le travail, j'ai envie de dire, sans humanité, eh bien, le lendemain, ils ne reviennent pas. Et l'entreprise doit appeler le centre d'apprentissage en disant où est le jeune, et le jeune est juste resté chez lui, il n'est pas retourné au travail. Donc, quand on dit trop vite que c'est de la susceptibilité, que c'est l'émotionnel qui prend le pas, pour vous, ça n'est pas une analyse suffisamment profonde de compréhension de l'attitude de ces jeunes. C'est tout à fait cela. Il faut voir que les nouvelles technologies, on en parlait tout à l'heure, ont développé une forme d'impatience que je conjuguerai avec de l'impertinence. Je veux être acteur, mais je veux être acteur tout de suite, je veux qu'on me demande mon avis, et si une procédure en entreprise n'a pas de sens, je ne la respecterai pas. C'est ma manière d'être libre, d'être vivant, et de pouvoir prendre une place dans la société. Et du coup, notre défi, c'est vraiment d'améliorer cette compréhension et cette communication en respectant ces nouveaux codes. On ne peut pas faire sans, en fait. Non, on peut pas faire sans. Je crois que la vraie rupture avec ces générations qui sont venues au monde après les 30 glorieuses, les 30 années de croissance et de développement économique suite à la reconstruction d'après-guerre, les jeunes qui sont nés à partir de 1975, 1980, marquent une vraie rupture. C'est-à-dire que jusque-là, les générations s'adaptaient à leurs anciens, leurs parents et leurs grands-parents, et petit à petit, au fait des épreuves de la vie, des contraintes, il faut travailler, il y a un ordre dans le travail, il faut apprendre, il faut faire ses devoirs, il faut passer ses examens pour obtenir un diplôme, et donc on devait rentrer dans le rang. Je crois que les jeunes générations aujourd'hui ne rentreront plus dans le rang. La vraie rupture, elle est là. Je crois que le monde doit s'adapter à cette génération, et c'est en cela que les générations sont une vraie lueur d'espoir dans un monde qui n'est tout compte fait pas très exemplaire et qui ne les attire pas quand on voit l'évolution économique, sociologique et comportementale tout autour de la planète. Voilà, il y a beaucoup de nuages, et votre idée aussi de faire confiance par contre à ce potentiel d'une nouvelle génération qui est créative, inventive, et qui, maîtrisant des choses qui nous paraissent encore irritantes, arrive à nous faire aller plus loin finalement. Tout à fait, je pense qu'on n'a pas d'alternative. Aujourd'hui, ces jeunes générations représentent un peu moins de 50% de la population active, et l'avenir, et l'avenir, c'est nos jeunes d'aujourd'hui. Mais oui, bien sûr. C'est une évidence que de le dire, et je ne vois pas comment, avec les technologies d'une part, les enjeux économiques, sociaux et comportementaux qui sont les nôtres, nous pourrions faire sans cette jeune génération qui veut se créer un monde différent de celui qu'on leur a proposé depuis qu'ils sont venus au monde au lendemain des années 70, quoi. Oui, donc en fait, ces jeunes ont aussi leurs propres valeurs et leurs propres bonnes capacités, et c'est avec de la confiance en eux et de la compréhension en eux qu'on va pouvoir les aider à le développer. Oui, je pense que ce thème de la confiance est central. Je crois qu'il faut oser la confiance avec les jeunes. Ils ont des points de vue complètement différents, donc il faut être très à l'écoute de leur point de vue. Eh bien, nous allons développer cette complémentarité après la pause. RCF.fr, c'est votre radio en ligne. Vie de famille sur RCF Nord-de-France, Brigitte de Baudus. Et nous sommes toujours avec Pierre Drelon, économiste, sociologue, co-directeur de la société Avance, et nous parlons ensemble de l'impact des technologies sur la nouvelle génération et son attitude au travail, et la nécessaire complémentarité entre générations qu'il nous faut inventer pour arriver à dynamiser l'entreprise de demain. Et même le monde, parce que M. Pierre Drelon est plein d'ambition et d'enthousiasme pour changer le monde. Donc, pour changer le monde, ou en tout cas pour améliorer cette entente dans l'entreprise, vous parlez de développer l'intelligence au travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage cette idée ? Oui, alors nous avons passé que le 3e millénaire, la 3e révolution industrielle, avec la mondialisation, l'internationalisation, le mélange des codes. Tous les jours, nous travaillons avec des populations et des cultures étrangères qui sont venues chez nous, même si nous ne sommes pas allés chez elles, et avec des outils, des technologies qui vont très vite et qui viennent compenser la distance. Et donc, toutes les problématiques à régler sont plus complexes. Oui. Je veux dire, ce qui était simple hier est devenu complexe aujourd'hui, et face à la complexité,
Ce qui rassemble les gens, c'est ce que nous avons, pour le dire simplement, au-dessus de nos épaules, c'est-à-dire une tête, une intelligence qui fonctionne avec le cœur préalablement. Le cœur permet au cerveau de fonctionner. Et cette intelligence communautaire qu'on a tous ensemble, qui nous permet de travailler en commun, va être aussi notre machine à apporter des solutions, qui va nous donner des idées pour donner réponse à ces problèmes complexes qui sont en croissance exponentielle, une croissance gigantesque. Le moindre problème devient complexe. Nous n'avons que l'intelligence pour cela. Nous sommes donc condamnés à développer l'intelligence dans nos activités, à la maison, à l'école, comme au travail, en entreprise. Oui, et c'est ce que vous dites aussi en grandes écoles ou en université. En fait, il y a souvent un grand souci de développer une capacité technologique, mais ça ne suffira pas. Il faut l'accompagner d'une intelligence de compréhension de l'autre pour arriver à travailler ensemble. Oui, je crois que je disais à l'instant que le cerveau fonctionne avec le cœur, et en même temps, si j'osais, je dirais que en matière humaine, il n'y a pas de fécondité sans contact. Tout être humain est le fruit d'un acte d'amour, et je pense qu'à un moment donné, à côté des technologies, il faut comprendre que les jeunes sont en déficit de contact. Ce sont des générations écrans. Ils sont nés au travers d'écrans. L'écran de la télévision, l'écran de l'Internet, l'écran du smartphone, etc. Et l'écran, c'est quelque chose qui protège, c'est quelque chose qui sépare. Et le moindre acte pédagogique qui va renouer avec l'intelligence et le développement de la capacité à apprendre nécessite plus que jamais de réinvestir le contact direct, le contact en face à face, le contact main dans les mains. Tout la vertu de l'apprentissage, c'est d'apprendre avec un tuteur, un accompagnateur qui est à côté, remettre du lien social, remettre de la proximité. Et peut-être que quand vous parlez de recherche de sens, il y a d'abord chez le jeune, avec ce souci de proximité, la recherche du plaisir au travail, qui est aussi le plaisir de la rencontre, le plaisir de l'équipe. En fait, il travaille volontiers en équipe, en interactivité, stimulé par le travail de groupe. Regardez quelle énergie les jeunes peuvent prendre pour aller chercher des amis ou se créer de nouveaux amis sur les réseaux sociaux. Mais on est sur des réseaux technologiques. Eh bien, on a la même chose sur le plan humain dans les organisations. Effectivement, retrouver du plaisir au travail, c'est quand même une génération qui est née à une époque du consumérisme, du matérialisme, où peut-être on y reviendra, mais on a confondu le plaisir et le bonheur, mais ils ont été éduqués, élevés au plaisir éphémère, au plaisir matériel, et ils sont en quête d'un plaisir plus riche, le plaisir du contact humain. Travailler ensemble, travailler en équipe projet, le moindre enseignant qui ne conçoit pas son cours d'école ou d'université au travers d'une dynamique de projet, au travers de l'interactivité dont on a parlé au début de notre entretien, est un enseignant que les élèves ne respectera pas. Il perdra son autorité. Les élèves ne l'écouteront pas et ils bavarderont. Oui, donc en fait, il y a un lien direct entre cette nouvelle modalité et une autorité respectée. Pour autant, les anciens sont nécessaires, puisqu'on parle de la complémentarité de génération. L'enseignant, dans sa transmission, est nécessaire. Le chef d'entreprise est nécessaire. Il doit rester l'architecte de l'entreprise, il doit rester le donneur de sens. Oui, tout à fait, parce que les mutations génétiques, ça se fait sur des dizaines ou des centaines de milliers d'années, et les mutations récentes de l'environnement n'ont pas changé le fonctionnement du cerveau. Or, on apprend toujours par expérience, on apprend toujours par erreur. On apprend toujours par analogie. Les neurosciences, les progrès récents des neurosciences ont montré l'impact des neurones miroirs, les neurones où on apprend en regardant l'autre. Et on peut le regarder dans la proximité. Et ça, c'est les anciens. C'est les anciens qui vont redonner aux jeunes et qui vont expliquer la nécessité d'apprendre aussi avec l'effort, la ténacité, la pugnacité, quelques gouttes de sueur en plus. À un moment donné, tout n'est pas gratuit et il faut aussi savoir se bouger pour aller chercher, les outils ou les objets qui vont permettre à l'homme de transformer ses rêves en réalité. Et ça, je pense que les anciens ont vraiment à apporter ça. Donc c'est vraiment, on l'évoquait tout à l'heure, la communication, c'est-à-dire en étymologie, le sens du terme, l'action commune entre les générations. Et quand on parle d'intelligence, c'est interlegere en latin, la racine étymologique, capacité à établir des liens, legere entre les personnes. Ça veut dire que l'intelligence, on ne peut pas développer l'intelligence à l'intérieur de son propre cerveau, un peu fermé, comme dans une boîte hermétique. On va développer son intelligence dans le rapport social aux autres. C'est tout l'impact du groupe. Et donc, chacun à sa place.
la problématique n'est pas celle des générations, véritablement, mais c'est de réussir à faire travailler ensemble dans nos organisations, qu'elles soient entreprises, l'école ou la famille, l'intergénération. C'est ça, et sans l'intergénération, il va manquer aux jeunes l'expérience et donc ils vont se planter et se faire plus mal. Oui. Et puis peut-être ne pas se relever parce qu'ils n'auront pas cette transmission d'un but. Enfin, quand vous dites donner du sens au travail, c'est aussi donner de l'épaisseur au rêve, enfin donner une réalité d'avenir à cet investissement dans l'entreprise. Il faut voir grand pour les stimuler en fait. Oui, alors déjà, ils ont l'évolution du monde leur parle du monde tous les jours. Donc pour eux, leur champ de vision, c'est le monde. Oui. Le nombre de jeunes qui ne vont pas réaliser leur rêve en France, et du coup, c'est pas un problème. On va avoir comme projet de travailler à l'étranger. Oui. C'est tout le problème aujourd'hui d'ailleurs de la jeunesse qui peut risquer, si on veut être très très égocentrique, qui vont risquer de quitter la France. Ils vont pas trouver la possibilité de réaliser leur rêve. Si on leur fait pas confiance au niveau bancaire, ils vont s'investir ailleurs pour monter leur start-up. Ah bah tout à fait. Là, j'accompagnais un jeune il n'y a pas encore très longtemps dans sa capacité à avoir une idée qui était de créer un camion, un 33 tonnes, vous voyez, qui se promène avec tout un garage équipé. Il va sur les parkings des entreprises et du coup, le matin, vous arrivez au travail, vous mettez votre voiture sur le parking. C'est le jour où ce camion est là disponible. Vous lui remettez les clés. Il fait tout ce qu'il faut. Il contrôle les vidanges, les pneus et les réparations éventuelles. Vous allez travailler et en rentrant le soir, vous récupérez votre voiture. C'est le garage qui vient sur le parking de l'entreprise. Il a voulu créer cette entreprise, il a fait le projet, il a fait le tour des banques. Aucune banque ne l'a suivi parce qu'il n'avait pas de garantie de caution. Il était juste un peu fou, quoi. Peu comme jeune. Il rêvait. Eh bien, ce rêve, il l'a mis en œuvre. Il est parti aux États-Unis, il a développé son affaire aux États-Unis. Ça marche de manière terrible. Pourquoi pas chez nous ? Pourquoi pas chez nous ? Le monde est son territoire d'action. Le rêve est ce qui va lui permettre de donner du sens à son existence, trouver une place dans la cité, contribuer aux besoins des hommes. Les grandes valeurs de l'entreprise, du verbe entreprendre, faire réaliser, n'ont pas changé. Oui, finalement, dans ce côté rêve qu'ils veulent réaliser rapidement, ils ont une ambition qu'il est bon aussi de soutenir parce que cette ambition peut nous faire dépasser nous aussi nos limites et construire ensemble des entreprises qui sont chouettes, en fait, qui sont aussi porteurs de projets pour beaucoup d'autres. Donc l'idée c'est ça en fait, c'est que en intergénération, on arrivera à promouvoir des entreprises humaines. Je pense qu'il faut répondre à ce besoin des jeunes de vouloir changer le monde, de vouloir améliorer le monde. Je disais tout à l'heure, je prenais un exemple du jeune qui a donné sa démission parce qu'il n'a pas trouvé sa place dans l'entreprise. Là, je prends un autre exemple d'un jeune qui est parti créer son entreprise à l'extérieur. Les parents qui ne vont pas savoir nourrir et alimenter et donner confiance, on revient sur la fameuse confiance aux jeunes pour réaliser ses ambitions, c'est un jeune qui va quitter la maison. Combien de jeunes aujourd'hui ont quitté le cocon familial, pas parce qu'ils étaient contre la famille, mais ils avaient le sentiment que peut-être la famille ne leur donnait pas les moyens de la confiance et les moyens d'oser penser que le rêve était réalisable. Ouais. Et du coup, vous avez au fond une visée très optimiste sur les qualités des jeunes. Donc, qu'est-ce que vous diriez en conclusion comme meilleure bonne nouvelle sur cette jeunesse que vous voyez monter ? Et là, vous avez quand même vous annoncez en fait un potentiel et vous demandez à nous les seniors d'être davantage à l'écoute de ce potentiel. En tout cas, leur message est très interpellant. Ils veulent du sens, ils veulent de la confiance. Ils sont dans un monde où il y a des tas de choses qui dysfonctionnent. Vous parlez tout à l'heure qu'il y a beaucoup de nuages sur cette planète, et je veux autant parler des nuages liés à la problématique écologique du réchauffement de la planète, mais aussi des nuages, des guerres, du terrorisme, des conflits sournois, les guerres de front n'existent plus. On peut tout voir en noir si on veut. On peut tout voir en noir, et 25% des jeunes aujourd'hui, je crois que c'est un dernier chiffre, 25% des jeunes de moins de 25 ans aujourd'hui n'ont pas d'emploi. 1 milliard d'habitants sur Terre où il y a 7 milliards n'ont pas à boire et à en manger. Et on a une croissance démographique de près de 30%, 30-35% pour les 50 ans à venir. Donc non, il y a vraiment des problèmes sur la planète et on a besoin de retrouver du sens, on a besoin de contribuer et ils ont envie de refaire ce monde. Et ce projet-là fait qu'à une notion de plaisir qui est apportée par les nouvelles technologies, on peut aller jusqu'à une quête du bonheur. Je crois que les jeunes, le bon message d'espoir, c'est que les jeunes recherchent le bonheur, c'est-à-dire un
équilibre entre le plaisir, les projets, le fait de pouvoir redonner du sens à la vie et de mettre au cœur de ça vraiment une idée de vérité et de, et de collectif. C'est-à-dire pas sans les autres, en fait. Pas sans les autres, et ça, ils ont bien compris. Et ils ont compris, c'est aussi un des apports magnifiques des nouvelles technologies, que se connecter avec personne en face, ça sert à rien. Jouer en réseau s'il y a personne en face, c'est rien. Oui. Et encore une fois, s'ils ne s'amusent pas, vous enlevez l'âme du verbe amuser, ils restent usés. Ils sont contre l'usure. Ils veulent le bonheur. Eh bien, c'est sur cette bonne nouvelle d'un bonheur à trouver ensemble dans l'entreprise que nous quittons Monsieur Pierre Drelon et que nous pouvons stimuler tous les enseignants à s'adapter à cette nouvelle pédagogie. Merci Monsieur Drelon. Je vous remercie.